Sarad, qui est directeur adjoint de l'innovation et du soutien nucléaire à la direction de l'énergie nucléaire du CEA Saclay, spécialiste de la chimie verte. Il a publié La chimie d'une planète durable en 2012. Morgane Barthaud, qui est diplômée de l'École Polytechnique et de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, fondatrice de Météo Swift. Christophe Renner, délégué à l'innovation chez EDF, directeur de projet au sein de la R&D, directeur du Innovation Hub. Et enfin, Frédéric Van Hems, directeur général Veolia France. C'est Béatrice Parino qui nous fera le plaisir d'animer les débats. On peut les applaudir. Bonjour à tous, merci d'être là. Le constat finalement est assez simple, si on Béatrice, peut le faire en quelques... On va vous demander à tous de mettre... Les micros sont très directionnels, il faut les coller vraiment. Voilà. D'accord, très bien. Voilà, donc je répète, bonjour à tous. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'innovation peut-elle être verte? Mais si on dresse un rapide constat, le diagnostic est assez simple. On est de plus en plus nombreux. Nos besoins en nourriture, en eau, en énergie augmentent. Et pour ça, on a des ressources quand même naturelles assez limitées. Monsieur Van Hems, la première question est pour vous. Est-ce qu'on peut faire autrement que d'innover en vert ? Je pense que, moi je suis directeur général de Veolia France et chez Veolia, notre mission c'est ressourcer le monde. Dans l'idée justement, et notre président Antoine Frérot en parlait tout à l'heure, que les ressources sont limitées, vous le disiez à l'instant, dans l'eau, demain dans l'alimentation, sur le plan de l'énergie. Et on va être de plus en plus nombreux sur la planète. On sera sans doute 9 milliards, 10 milliards. Il va falloir mieux utiliser les ressources, les économiser quand on peut les économiser, les utiliser de manière différente. Et du coup, bien sûr, il va falloir innover. L'innovation est au cœur de tout ça. Alors, le titre était, je crois, est-ce que l'innovation peut être verte ? Je pense qu'elle peut être de toutes les couleurs. Mais qu'en tout cas, on ne va pas avoir le choix. Il va falloir que l'innovation soit verte, dans le sens où il va falloir que l'innovation nous aide à trouver les solutions pour protéger la planète, ne pas la consommer à la même vitesse. Vous avez dû lire, comme moi, que maintenant, chaque année, à peu près vers le début août, on a déjà consommé ce que la planète est capable de recréer. Donc, pour arriver à essayer d'aller vers le 31 décembre plutôt en forme, ben oui, il va falloir que l'innovation soit verte à tout point de vue, que ce soit de la chimie verte, que ce soit des innovations vraiment vertes ou que ce soit plein d'autres innovations au service de l'environnemental. Alors, un chiffre intéressant, tout à fait sérieux, puisque c'est l'ADEME qui le propose et qui dit que si tout le parc automobile français devait être renouvelé, on devrait a priori construire 4 centrales nucléaires en France. Je pense que ça peut faire grincer ou grimacer certaines personnes dans la salle. Mais par exemple, pour vous, Christophe Renard, comment équilibrer justement les enjeux sociétaux, les enjeux innovation, les enjeux économiques, comment les penser même? Alors, votre question elle est intéressante parce que souvent l'innovation, et on parle souvent des green tech, elle est très fortement associée aux enjeux technologiques. Or le sujet n'est pas que technologique, bien entendu. L'innovation, elle doit fonctionner sur 3 pieds. D'abord, des enjeux sociétaux. Il faut être en capacité à répondre à des attentes. Et la question de la préservation de l'environnement, du changement climatique est devenue un sujet qui est central. Et notamment pour le groupe EDF qui a l'avantage d'avoir des moyens de production décarbonés avec un taux carbone qui est très, très compétitif à l'échelle mondiale.
La deuxième patte, bien entendu, c'est les technologies. Alors, on est à un moment où il se passe énormément de choses en matière technologique et c'est plutôt pas mal. On a des convergences qui s'opèrent entre les technologies du hard, les matériaux, la chimie notamment. Et puis, on a le numérique qui permet aussi de faire un certain nombre de choses et qui permet d'optimiser aujourd'hui les modèles, les parcs de production. Et puis le dernier point, c'est quand même l'aspect financier. C'est aujourd'hui un des enjeux majeurs que de trouver des modes de financement, à la fois dans les phases de recherche et d'exploration. Aujourd'hui, on est un peu dans ce temps-là. Et puis dans les phases de développement de grandes filières industrielles, sur lesquelles le passé a montré que le sujet n'était pas évident. On a raté, dans les 15 dernières années, le développement d'une filière pompe à chaleur à l'échelle européenne qui soit performante. On a raté, dans les pays occidentaux, le développement de filières solaires qui soient compétitives et qui puissent concurrencer la Chine. Donc, espérons que nous arriverons à nous positionner sur les futures filières émergentes. Je pense au stockage, par exemple, mais aussi aux nouvelles solutions ENR. Donc oui, la réponse est qu'on a bien affaire à ces triples enjeux et que c'est absolument fondamental. Vous, Morgane, vous êtes finalement la représentante de la Green Tech autour de cette table. Vous avez fini vos études, vous avez lancé une entreprise. Vous allez nous expliquer quel business vous proposez. Mais pourquoi ce choix? Est-ce que c'est un choix parce qu'on peut se faire de l'argent ou il y avait aussi une conviction, on va dire, militante, écologiste derrière? Si vous pouvez nous expliquer. Avec plaisir. Je peux commencer par présenter du coup ce que je fais. Donc, j'ai créé il y a 3 ans une entreprise qui travaille sur de la prévision de production éolienne. Donc on prévoit un jour à l'avance combien d'énergie produit un parc éolien. Et l'idée, c'est de réussir à prévenir le réseau électrique pour lui permettre de mieux équilibrer, de mieux s'équilibrer. Donc avec ça, on répond aux besoins croissants d'équilibre du réseau électrique puisque l'éolien est intermittent et donc on a de plus en plus besoin de cet équilibre. Pour répondre à comment j'en suis arrivée là, j'ai fait des études avec une part forte de mathématiques, statistiques, informatiques et j'ai toujours été attirée par le domaine de l'énergie. Et j'ai commencé assez largement par m'intéresser un petit peu à toutes les énergies et finalement c'est dans l'éolien que je suis tombée, on va dire, et j'y suis tombée aussi parce que je voyais que c'est dans ce domaine-là que ça bouge le plus, que les enjeux sont les plus intéressants aujourd'hui. On a une croissance très forte de l'éolien au niveau mondial. C'est une des énergies qui est les moins polluantes, donc pour avoir les ordres de grandeur, pour produire la même quantité d'énergie, on pollue à peu près 80 fois plus avec de l'éolien, du charbon qu'avec de l'éolien, mais on produit à peu près 5 fois plus avec du solaire qu'avec de l'éolien, justement parce qu'aujourd'hui la grande majorité des panneaux solaires sont fabriqués en Chine dans des conditions qui ne sont pas optimales. Pour l'éolien, on a un petit peu plus la main puisque la filière est principalement européenne, même si on peut regretter que la France ait un petit peu loupé le coche de l'éolien terrestre. Aujourd'hui, les grands champions au niveau européen, ce sont plutôt l'Allemagne et le Danemark. Mais des choses intéressantes se passent, notamment dans l'éolien flottant, puisque c'est la France qui a les premiers pilotes. Du coup, j'en suis arrivée là parce que je voyais que l'enjeu de l'éolien devenait de plus en plus important et que c'est là qu'on avait peut-être le plus besoin de solutions technologiques d'intégration de la technologie éolienne. Merci. Bon, donc tous les trois, vous venez de nous expliquer que c'est vraiment important, que c'est vraiment essentiel, que c'est un sujet. Tous les trois, vous êtes dirigeants d'entreprises, différents niveaux. Je pose la question, du coup, aux scientifiques de la table. Est-ce qu'on peut les croire? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous vendre un truc, là, de, comme on dit, greenifier, nous faire croire qu'ils font du bien à l'environnement, alors que, dans les faits, ils ne font pas grand-chose? Oui, alors effectivement... Pardon, je ne remets pas en cause la sincérité de vos propos, mais moi, je ne suis pas capable de mesurer. Sinon, je ne vais pas avoir des amis autour de cette table. Donc, je crois qu'effectivement, le premier écueil, avec ce que vous évoquez, c'est effectivement le greenwashing, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une tendance dans les années 2000 à essayer d'avoir un peu d'alibi en repeignant en vert un certain nombre de choses. À l'heure actuelle, je crois que les trois personnes qui ont présenté leurs travaux, leur domaine d'activité, sont complètement en phase avec une réalité.
Cette réalité, moi j'aime bien une phrase d'Albert Einstein qui dit « La folie, c'est toujours se comporter de la même manière en espérant à chaque fois un résultat différent ». Donc le constat, il est simple, si on a la même approche au niveau énergétique, au niveau industriel qu'au XXe siècle, nous aurons les résultats du XXe siècle. Donc je dirais que ça a pris de nombreuses années, mais nous sommes tous arrivés au constat qu'il convient de toute façon de changer nos modes de production et surtout d'avoir une vision peut-être un peu plus intégrale. La chimie verte, elle est apparue dans la fin des années 90 aux États-Unis, dans une agence qui s'appelle EPA, l'Agence de protection de l'environnement, où des chercheurs comme Paul Anastase ont théorisé un petit peu quels seraient les besoins d'une chimie pour le XXIe siècle en termes d'impact sur les opérateurs. Bon. Ils ont théorisé ça en 12 principes, assez robustes, mais qui sont des principes de bon sens, qui ne sont pas des principes scientifiques. Et je dirais, depuis les années 2000, l'objectif, c'est comment on rend ces principes compatibles, socialement et environnementalement, ils sont compatibles, mais industriellement. Vous le savez comme moi, le développement durable, c'est un tabouret à 3 pieds, un pied environnemental, un pied sociétal et un pied industriel. Un tabouret, on ne fait pas la sieste sur un tabouret, c'est pas confortable, déjà à la base. Donc c'est-à-dire que le développement durable, c'est loin d'être gagné. Et si vous enlevez un pied, tout s'effondre. Et ça, il a fallu, je dirais, de nombreuses années pour qu'on arrive à ce constat-là. 9 milliards d'habitants, pour qui il va falloir produire de la nourriture. Il y a globalement 900 millions de personnes à l'heure actuelle qui n'ont pas un accès suffisant à la nourriture. Produire de l'eau potable, vous le savez mieux que moi, il y a à peu près 700-800 millions de personnes qui n'ont pas accès à... 2 milliards 100 millions. 2 milliards 100 millions, je répète, dans le Donc micro. c'est encore plus que ça. Il va falloir produire des médicaments, dans des principes actifs. Il va falloir produire de l'énergie, et tout ça en étant compatible avec l'environnement. Donc la chimie verte, c'est vraiment très très simple à comprendre. Ça a été théorisé, mais c'est une seule phrase. La chimie verte, c'est il faut produire plus et mieux en consommant moins et en rejetant moins. Donc vous voyez que le paradigme, il est très simple, mais son déploiement va demander beaucoup d'innovation, et une innovation qui sera tout le temps connectée avec une réalité industrielle, une réalité de marché, une réalité de besoin. Je crois qu'à l'heure actuelle, on n'a malheureusement pas la possibilité de s'offrir le luxe de dire ben, ça je prends, ça je prends pas. Je crois qu'à 9 milliards d'habitants, on va être malheureusement obligé d'intégrer le plus grand nombre de solutions possibles. Vous avez dit dans votre intervention qu'il fallait changer nos comportements. Mais cette question, je l'adresse à vous tous les quatre. Je vous crois désormais tous les quatre. Donc, soyez rassurés. Comment on change de comportement et quel comportement vous visez finalement? Est-ce que c'est notre comportement, notre système de financement? Est-ce que c'est le comportement de chaque consommateur? Est-ce que c'est le comportement de nos élus? Est-ce que c'est le comportement de nos industriels? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change concrètement, hein, c'est pas juste philosopher, mais concrètement. Pour ma part, donc je vais parler de ce que je connais, plutôt le domaine de l'énergie et le domaine de l'électricité. C'est un domaine qui fait quand même partie des grandes missions de l'État. Et donc, au niveau individuel, si vraiment on veut un changement massif, c'est des décisions qui vont être prises au niveau de l'État. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien y faire. Au contraire, ça veut dire qu'on peut lancer le débat là-dessus, s'exprimer là-dessus. Au niveau individuel, on peut aussi, par exemple, opter pour un fournisseur d'électricité verte pour partager cette conviction. Même si on parlait de greenwashing juste avant, il y a un vrai sujet là-dessus. Voilà. On peut détailler un peu ce point peut-être. Je pense notamment aux offres d'électricité verte qui sont proposées par des grandes entreprises, mettons Engie puisqu'ils ne sont pas là, les absents ont toujours tort. Engie propose principalement du gaz, mais aussi des énergies renouvelables. Donc ils vendent une offre purement renouvelable, mais finalement, comme aujourd'hui ils ont 20% de renouvelables, il faudrait que 20% de leurs clients, que plus de 20% de leurs clients demandent du renouvelable avant qu'ils aient besoin de changer quoi que ce soit à leur mix électrique, parce que sinon, ils donnent juste du renouvelable à ceux qui en demandent, et les autres, ceux qui ne demandent rien, ils leur donnent plus de gaz. Donc finalement, l'effet d'incitation qu'on peut avoir en demandant du renouvelable de cette manière-là est un petit peu limité.
Alors, moi, ce que je voulais compléter, d'abord sur le premier point, je ne suis pas sûr que la bonne solution soit d'essayer de chercher des responsables et des gens qui auraient les leviers. En fait, on est tous à la fois clients sur l'énergie en tant qu'utilisateurs particuliers. On vote pour des élus, donc la question collectivité territoriale, on y est connecté. Et puis, on est souvent employés et consommateurs. Donc on achète ou des biens, donc on joue tous les rôles à la fois. Donc on a des leviers d'action à ces différents titres. Après, ce que je voulais dire un petit peu pour mettre en perspective sur les actions et les domaines d'action qui sont importants, nous on pense que l'enjeu de la neutralité carbone, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est 2050, neutralité carbone, c'est un enjeu et un objectif qui est très très ambitieux, mais on pense qu'il faut être très ambitieux dans le domaine. En fait, il fonctionnera sur 3 pattes. Le premier, c'est l'efficacité énergétique. Très clairement, c'est un élément qui est absolument essentiel. Et ce qu'on voit, en fait, c'est des inflexions extrêmement intéressantes depuis 3-4 ans avec tous les secteurs d'activité qui font des efforts de productivité dans le bâtiment, dans l'industrie, dans le domaine de l'habitat individuel. Donc ça, c'est plutôt très positif. Le deuxième levier, c'est la décarbonation des usages. C'est de faire en sorte que de plus en plus, et vous devez le faire pour certains d'entre vous dans la salle, si vous avez une voiture à acheter, je suis sûr que vous vous posez la question de savoir si vous allez sur l'hybride ou du véhicule électrique. Donc ça va devenir un élément absolument essentiel. Et puis le troisième, c'est effectivement la décarbonation des moyens de production. Donc ça, on s'y emploie nous, on a annoncé un plan solaire important, on fait beaucoup de choses dans l'éolien, avec une question qui va rester centrale, c'est que le système électrique, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a des lignes, il y a du réseau, il y a des solidarités qu'il faut être capable de faire fonctionner, donc on parle beaucoup des smart grids. Il y a aussi des solutions qui sont plus adaptées à des pays en voie de développement. On est en train, nous, de développer des solutions qui sont adaptés pour l'accès spécifique à l'énergie au Ghana, en Côte d'Ivoire, bientôt probablement au Sénégal, et qui sont des systèmes autonomes dans lesquels vous donnez une batterie, un panneau solaire, et ça permet d'avoir accès par exemple à la charge de son portable ou à la lumière, ce qui est absolument indispensable. Donc pour les plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui sur Terre qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc vous voyez un peu le paysage dans lequel on se situe. Donc il faudra mobiliser pas mal de technologies et il faudra aussi changer des habitudes de consommation. Et là-dessus, je voulais peut-être aller sur un point, sans monopoliser la parole, c'est qu'il me semble que la question de l'évaluation, elle est absolument centrale dans ces affaires-là. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur des marchés qui sont très territorialisés. Toulouse fait plein de choses dans le domaine de l'énergie avec des engagements très forts de la région Occitanie. C'est le cas dans la plupart des régions en France, mais on a besoin aussi de liens avec nos pays voisins au titre des interconnexions. Donc derrière, on utilise des produits industriels, des matériaux industriels, des solutions industrielles qui sont souvent développées à l'échelle mondiale. Et la question de la standardisation des normes, tant pour les produits que sur l'évaluation des performances, me paraît un point assez important. Donc je sais qu'il y a de la normalisation qui se fait dans ce domaine, mais l'évaluation de l'empreinte écologique, ce n'est pas quelque chose de complètement trivial. Et je pense que ce sera important pour que les consommateurs se sentent à l'aise et rassurés avec les propositions qui leur sont faites, comprennent mieux. Voilà. Et ça, on a une responsabilité là-dessus, bien évidemment. Je vais rebondir très rapidement sur la question de l'innovation évoquée sur l'accès à l'énergie, par exemple dans les pays en voie de développement. Effectivement, on voit que sur ces sujets-là, l'innovation peut vraiment se nourrir de l'innovation puisqu'on est sur des technologies similaires dans les dom-tom, par exemple, où les réseaux électriques sont assez fragiles parce que les territoires sont petits. Et en fait, ces technologies qu'on développe avec, par exemple, du solaire et des batteries et des systèmes de pilotage assez sophistiqués parce que justement le réseau est très fragile autour, peuvent être ensuite installés là où le réseau électrique n'existe pas parce qu'on n'en a jamais construit, donc par exemple au Ghana, dans des pays africains. Donc c'est des innovations qui se déploient dans plusieurs directions. Oui, je crois que vous avez posé la bonne question, c'est qu'est-ce que nous sommes prêts à faire et qu'est-ce que nous sommes prêts à changer. Vous l'avez évoqué, si tout le monde vivait comme nous Français, il faudrait 3 planètes Terre. Donc vous voyez déjà que la dette que nous avons par rapport à l'environnement, voilà. Et en plus il n'y avait que les Français, ça serait compliqué à gérer.
Mais ne serait-ce que sur la dette environnementale, bon, donc on est forcément amené à changer. Et je crois que c'est un petit peu tout ça qui est interrogé avec les questions actuelles sur l'énergie. Alors là, vous parlez des aspects, on va dire, décentralisés, délocalisés. Vous avez entièrement raison. Vous l'avez évoqué à 9 milliards d'habitants. En 2050, la vision que nous avons, c'est que 60% des gens vivront dans des centres urbains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un centre urbain où il va falloir produire de l'électricité, de l'eau chaude, de l'eau potable, gérer des déchets? Hong Kong, la ville de Hong Kong à l'heure actuelle, c'est 1000 tonnes de déchets urbains par jour. Ils ont un incinérateur qui leur permet de traiter 300 millions de tonnes par jour. Donc c'est colossal. C'est colossal. Donc ça donne le vertige un petit peu tout ça. La question c'est qu'est-ce que nous sommes prêts à faire dans notre fonctionnement? Alors bien sûr, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et moi le premier, je vous le dis, en termes de neutralité carbone. Bon, maintenant regardons au niveau de la planète. En termes de CO2, la France représente moins de 1% au niveau mondial des rejets en CO2. C'est-à-dire qu'il y a un vrai paradoxe qui est qu'on doit localement faire ce qu'on a à faire, mais nous sommes dans un système global. Et c'est là, pour moi, où se trouve la vraie difficulté, c'est comment dans tous ces circuits internationaux, les choses vont être modifiées, vont être intégrées pour que justement on puisse avancer en ce sens-là. Sur la question qu'est-ce qu'il faut changer, je serais tenté de facilement répondre tout. Parce qu'il faut que comme consommateur, comme citoyen, comme électeur, on change notre comportement, que les politiques changent leur comportement, que les entreprises changent leur comportement, que partout il y a beaucoup de cupidité qui crée des tas de problèmes. Si on revient à l'eau, qui est le sujet que je connais le mieux, oui, il y a 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas du tout accès à l'eau. Mais il y a 2 milliards 100 millions de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Et il y a 2 milliards 300 millions de personnes qui n'ont pas accès à des services d'assainissement. C'est dramatique. Et ça va faire qu'empirer à cause de l'urbanisation, comme vous l'évoquiez. Et pourtant, les solutions existent. Les solutions technologiques avec les innovations. L'eau ne manque pas. La quantité d'eau est en permanence stable sur la planète. Et à part à certains endroits très spécifiques, il y a de l'eau. Le problème, c'est qu'elle est surexploitée, qu'elle est polluée, qu'il y a des tas de problèmes dessus, mais il y a de l'eau. Qu'est-ce qui manque alors? Il faut de l'argent. Mais l'argent ne manque pas. Il y a plein d'argent partout et normalement, l'argent devrait être facilement attiré vers le financement d'infrastructures d'aussi long terme avec autant de visibilité que des infrastructures dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque la gouvernance. La rareté, elle est sur la bonne gouvernance qui veut organiser les choses avec une vision qui ne soit pas qu'une vision de court terme, mais une vision de moyen ou de long terme et qui met en œuvre tout ce qu'il faut en termes de contrats, en termes de règles. C'est sûr que l'eau comme bien commun, comme tout ce qui est commun, s'il n'y a pas des règles claires, c'est systématiquement surexploité. Bon. Et des solutions, il en existe. Il faut, vous l'avez évoqué tous les deux ou tous les trois, décarboner la croissance. Il faut aussi déshydrater la croissance. On consomme n'importe comment, beaucoup trop d'eau, on la pollue beaucoup trop vite. Une fois qu'on l'a utilisée, on la balance sans la réutiliser, sans être dans une logique d'économie circulaire. Donc des innovations vertes, pour autant que la couleur ait une importance. Ce qui est important, c'est que ce soit au service de la protection de la planète et de ses habitants. Il y en a des très simples. Le reuse, ou la réutilisation des eaux usées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les eaux usées, la plupart du temps, on les renvoie dans les rivières ou à la mer. En France, on réutilise 0,5% des eaux usées. Mais pourquoi c'est interdit en France? Qu'est-ce qui empêche ça? Ce qui empêche, c'est une réglementation, puis des blocages psychologiques. En Israël, 70% des eaux usées sont recyclées, réutilisées. Et quand vous consommez, quand vous mangez, on importe beaucoup d'avocats. Je ne parle pas de la profession, mais du fruit ou du légume. On importe beaucoup d'avocats d'Israël. Est-ce que quand vous consommez un avocat, vous lui demandez quel type d'eau il a consommé pour sa croissance? Bon, et pareil pour les tomates qui arrivent du Maroc ou autre.
En France, on ne fait pas de réutilisation des eaux usées. C'est quelque part scandaleux, parce que justement, il y aurait une possibilité de recyclage, et toutes les technologies existent. Autre exemple qui joint l'eau et l'énergie, c'est ce qu'on appelle la méthanisation. Dans les stations d'épuration, on a ce qu'on appelle sympathiquement les boues, et ces boues, si on les méthanise, elles peuvent produire de l'énergie, du gaz vert. Il y a d'ailleurs un plan en France pour augmenter très fortement ce gaz vert. La méthanisation, autre innovation verte ou green tech, c'est en train de se développer en France. On est très en retard par rapport à l'Allemagne et à d'autres pays, là aussi pour des raisons d'investissement qui n'ont pas été faits ou de réglementation. Donc, j'en reviens à mon point de départ. Les idées, elles sont là, les innovations, elles sont là où elles viendront parce que l'intelligence humaine est sans limite, la rareté est sur la bonne gouvernance. Vous dites l'innovation est là, les bonnes idées sont là, mais moi j'aurais une question à vous poser, c'est elles sont là, on essaie de faire du propre en Europe, mais on continue à faire du sale sur cette planète, et il y a comme une délocalisation, le propre prend de la place ici en Europe, le sale investit l'Asie, mais si on a un raisonnement au niveau de la planète, au niveau global, finalement on n'a pas réglé le problème. Comment faire? Vous avez évoqué la piste de la gouvernance. Comment sortir par le haut? Parce que sinon, très bien, nous, on fait des efforts, on plante des petites éoliennes dans nos campagnes, on se donne un peu de bonne conscience, et après? Je vais commencer par rebondir sur la question de la gouvernance pour appuyer ce point-là. J'ai une anecdote qui est drôle ou triste, ça dépend comme on la voit. Donc, au mois de septembre, j'étais en Chine pour le Forum économique mondial, et on avait un atelier sur les smart cities. Donc l'idée, c'était on avait des startups technologiques et des maires de différentes villes qui étaient réunis, et l'idée, c'était de dire les maires de chaque ville, quel est votre problème le plus urgent, et ici on a plein de technologies, on va voir comment la technologie va résoudre votre problème. Et donc moi, j'étais à une table avec le maire d'une assez grande ville en Bosnie qui disait moi, mon problème, c'est que j'ai pas de système de traitement des eaux usées, toutes les eaux usées vont dans la rivière d'à côté, c'est une catastrophe écologique, c'est extrêmement désagréable à vivre. On sait comment traiter les eaux usées, on le fait dans d'autres villes. Simplement, moi, ce qui me manque, c'est des moyens. Et donc, là, on revient sur le fait que la technologie ne peut pas tout. Parfois, ce qu'il faut, c'est des réglementations, une bonne gouvernance, et une volonté et des moyens collectifs alloués pour faire évoluer les choses. Je voulais juste rebondir aussi sur un point qui n'a pas été évoqué, la gouvernance, on est complètement d'accord. Mais il y a un besoin de s'inscrire dans le long terme. Et moi, je parie sur l'éducation. Parce que j'ai un petit garçon de 5 ans, et je sais que la vie qu'il va connaître, les enjeux auxquels il va avoir à faire face, ce ne sont pas les miens. La vitesse d'évolution de notre monde à l'heure actuelle est telle que de toute façon, il aura à vivre tout ça. Et je crois beaucoup en ça. J'ai fait une intervention récemment dans un collège, justement, on parlait de l'eau, parce que c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup sur le traitement d'eau. Et j'ai eu une jeune fille de 12-13 ans qui dit, vous savez, moi, monsieur, je fais d'énormes concessions avec l'eau. Je participe. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai arrêté de prendre des bains, je prends des douches. Et ça me coûte. Donc, ce qui était dommage, c'est qu'il y a une notion de culpabilité derrière ça. Et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser aussi les jeunes générations qui arrivent, mais plutôt, à travers l'éducation, les amener à une prise de conscience de ce monde-là qui change énormément. Parce que là, on a parlé de grands sujets majeurs, mais on va rajouter l'intelligence artificielle, l'Internet connecté. Enfin, ce monde-là, il va être complètement différent. Et la question que moi je me pose, c'est est-ce qu'on prépare suffisamment ces générations qui arrivent à travers l'éducation, mais pas qu'en France, puisque ça permet aussi de raisonner aussi globalement. Et je crois que pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse. Moi, je voulais aussi donner une petite note positive, au moins à l'échelle hexagonale, parce que quand on regarde ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, on a quand même franchi pas mal d'étapes. En 2008, il y avait le Grenelle. Donc on commençait à se poser la question collectivement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans le domaine. On a sorti une loi PPE, il y a un débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours, qui doit aboutir à des décisions.
Ce sont des étapes. On fait de plus en plus des expérimentations qui permettent aussi de comprendre ce que doivent être l'évolution des comportements. Donc on a fait, nous, beaucoup de démonstrateurs et très très pratiques pour comprendre au quotidien, avec des ergonomes, des anthropologues, comment se jouer la relation à l'énergie, parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, et même encore aujourd'hui, quand on appuie sur le bouton, on se fiche un petit peu de savoir ce qui se passe derrière pour la plupart d'entre nous. Donc on avance, ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une prise en main par les collectivités territoriales qui est très importante sur ces sujets-là. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Et puis le troisième point, c'est qu'on a quand même une filière industrielle qui est assez costaud. On a quelques fleurons. Alors dans la recherche, CEA qui est ici. Mais on a aussi des acteurs équipementiers, des intégrateurs, des grosses boîtes de services. Et je pense que la France est en bonne position sur la production de services et de systèmes un petit peu complexes. Donc on peut faire des choses. Après, il restera effectivement la question de savoir de quelle manière ça diffuse et ça contamine à l'échelle internationale. Et c'est absolument vital aussi. Allez-y Morgane, juste après pour vous dire qu'on va prendre les questions dans le public. Très bien. Du coup, je reviens un petit peu sur l'éducation. Je pense qu'effectivement, la question, c'est est-ce qu'on en parle assez, et c'est aussi est-ce qu'on en parle de la bonne manière. On a passé, pendant toutes les années 90, on a passé beaucoup de temps à dire fermez le robinet quand vous vous lavez les dents. C'est peut-être pas de là que viendra le plus grand changement. Encore aujourd'hui, on voit des articles de journaux où on explique que pour limiter le réchauffement climatique, il va falloir prendre des mesures drastiques, et les articles se terminent par qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, débrancher vos chargeurs quand vous ne les utilisez pas. Aujourd'hui, si tout le monde en France débranchait tous ses chargeurs, ça représenterait même pas 0,01%. Enfin, parfois on propose des solutions qui sont négligeables au lieu de. Je pense qu'on a une question de sens critique et de sens des proportions. Les box FAI qu'on a dans nos maisons, c'est quand même 1% de la consommation française. Donc il y a un moment, on empile souvent des petites choses qui finissent par faire un petit peu beaucoup. Oui, je suis d'accord, mais entre les box et par exemple, parfois on ne propose pas les box parce que justement c'est désagréable. Si on débranche sa box, il faut attendre 1 minute avant d'avoir de nouveau Internet. Du coup, on préfère dire débrancher le chargeur de votre ordinateur, ça prend 2 secondes, mais ça a aussi peu d'impact. Et je reviens ensuite sur la question que vous posiez sur finalement l'Europe essaie de faire des choses, l'Europe s'amuse à faire de l'innovation, mais finalement c'est pas là qu'est l'enjeu, et les pays qui ont moins de moyens continuent à polluer beaucoup. Je pense que dans ce domaine, le reste du monde ne doit justement pas faire comme l'Europe, parce que s'ils doivent passer par toutes les étapes de l'Europe, c'est fini, on sera cuit. Et voilà. Et je vais prendre l'exemple d'un autre domaine qui est celui des télécoms. Du coup, en France, on a un système de téléphonie fixe qui fonctionne très bien avec des infrastructures qui ont été assez lourdes à développer. En Afrique, on n'a pas de téléphonie fixe. Tout passe par la téléphonie mobile, et peut-être qu'on n'en aura jamais parce qu'il n'y en a pas besoin. Et on pourrait imaginer quelque chose comme ça pour l'électricité, où en France, on a un réseau électrique qui est très performant, mais peut-être que dans les zones rurales, les 40% qui restent, on n'aura jamais besoin d'un réseau électrique. Peut-être que le prix du stockage va tellement baisser que partout, on mettra juste des points de production et des moyens de stockage. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes et des choses nouvelles qui peuvent venir des pays en développement, et que ce ne sont pas que les mauvais élèves. Merci. On va donc prendre les questions. Est-ce que... Oui, d'accord. Je vous remercie sur le verdissement. J'ai juste une petite question pratique aux responsables de EDF. Et on nous dit qu'il va falloir passer à la voiture électrique. Il faut abandonner, bien sûr, il faut décarboner, etc. Ma vraie inquiétude, moi, on nous dit en même temps qu'il faut fermer les centrales électriques. Et même si on fait comment on va faire pour concilier un développement spectaculaire qu'on nous vend dans le discours de la voiture électrique avec la fermeture des centrales et un déficit très sérieux dans l'électricité éolienne ou autre? Je pense que vous avez pas trop mal posé l'équation. On aurait tendance un petit peu à la poser de la même manière. En tout cas, ce qui est clair, c'est que
Si on va vers le développement des usages de l'électricité, il faut que la contrepartie, ce soit que la production d'électricité soit décarbonée. C'est absolument essentiel. C'est d'ailleurs un des problèmes de la délocalisation en Chine de la fabrication des panneaux solaires, hein, ça a été mentionné. C'est qu'à un moment, et au final, le bilan carbone n'est pas terrible, donc on gagne beaucoup moins que s'ils avaient été produits à des endroits où l'énergie était produite de façon décarbonée. Donc on a bien ce sujet en tête, hein, il fait l'objet de débats et de discussions. Je pense que sur la mobilité électrique, il y en a d'autres, hein, c'est que c'est une très grosse filière, donc l'évolution de la filière automobile va aussi passer par des étapes qui seront assez structurantes. Voilà, mais en tout cas, on s'y prépare et je partage vos questions, vos interrogations. Pour réveiller la salle, je vais juste partager une question que je me pose avec vous. Le nucléaire est-il une green tech ? On avait dit qu'on n'évoquerait pas ce sujet-là avant de rentrer dans la... Il y a quelques sujets qui nécessiteraient un débat beaucoup plus long, avec des gens un peu plus armés que moi je le suis personnellement, par exemple. Mais c'est une bonne question. Mais en fait, dans votre question, ce qui est très important, c'est comment on définit une green tech. C'est peut-être ça aussi. Est-ce qu'on la définit en termes d'usage, en termes de production de gaz à effet de serre? Et je crois que la difficulté, elle est là, quoi. C'est que derrière le mot green tech, on peut faire passer beaucoup de choses. Oui, le nucléaire est une énergie de masse décarbonée. Voilà, c'est factuel. Je vous dis... Pardon? J'ai pas entendu. Il y a eu un... Ah non, qui produit des déchets. Le nucléaire produit des déchets. Comme toute activité humaine produit des déchets, l'industrie chimique produit des déchets de la même manière. La question, c'est sommes-nous en capacité de gérer et de maîtriser ces déchets? Et c'est là-dessus que, voilà, donc vous avez une certitude, je vous en félicite. Moi, j'ai des convictions. C'est un peu différent. C'est que j'ai la conviction que oui, la recherche, et je suis au CEA, donc je sais de quoi je parle, travaille et investit beaucoup sur ces éléments-là. Mais après, je vais pas vous convaincre, parce que je crois qu'on va sortir du dialogue objectif pour entrer sur un dialogue subjectif. Et moi, je respecte votre vision de penser que le nucléaire produit des déchets infinis. C'est là-dessus qu'est basée la sémantique. Non, c'est... D'accord. Écoutez, c'est votre vérité et c'est pas la mienne. Après, je pense qu'il y a aussi des éléments qui doivent être rappelés en termes d'éclairage. C'est qu'aujourd'hui, à 80% à l'échelle mondiale, l'électricité, elle est produite de façon carbonée, très clairement. Que l'IAE prévoit une augmentation de la consommation à l'échelle mondiale de 60% d'ici 2040, ce qui représente des investissements qui sont absolument colossaux. Et ce qui ne doit pas rajouter aussi au bilan carbone qui n'est pas terrible dans le domaine aujourd'hui, puisque c'est une des principales contributions aux émissions carbone à l'échelle planétaire. Donc je pense que ce débat-là, il doit être aussi situé dans cette perspective internationale et en regardant ce que font les Indiens, ce que fait la Chine, ce que fera le Brésil demain, ce que feront aussi peut-être certains pays africains qui ont des enjeux de croissance démographique extrêmement importants aussi. Effectivement, je pense qu'on peut rappeler quelques ordres de grandeur. D'abord, sur les émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire émet à peu près autant que l'éolien. Donc c'est 5 fois moins que le solaire, mais c'est surtout 100 fois moins que le charbon. Et ensuite, un débat qu'on pourrait peut-être avoir, mais probablement pas ici, c'est justement qu'est-ce qu'une green tech. Un fait notable est qu'en France, on est parmi les seuls pays à parler d'énergie décarbonée plutôt que d'énergie renouvelable, parce que justement le décarboné inclut le nucléaire. Je pense que c'est une question en termes de risque, en termes de déchets, en termes de facilité et de rapidité d'utilisation. Donc, mais le fait est que le nucléaire produit aussi peu de gaz à effet de serre que l'éolien, avec peut-être des effets autour en termes de déchets qui sont à débattre. Monsieur Van Damme. Non, je voudrais publiquement m'excuser d'avoir posé la question. On en a débattu en coulisses et on avait dit qu'on en parlait. Non, mais une autre bonne question, c'est la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure. Et il faudrait probablement une éducation verte.
Parce que nos enfants, j'ai des enfants un tout petit peu plus âgés que les vôtres, mais c'est vrai qu'ils ont un rapport à l'environnement qui est, à mon avis, beaucoup plus mûr que nous ne pouvions l'avoir il y a quelques années, parce que moi j'ai grandi quand même dans un monde où on ne se posait pas trop la question de comment on consommait la planète. Bon, et maintenant, chez les enfants, il y a ce souci-là, et en même temps, souvent avec des tas d'a priori qui sont complètement faux. Moi, je lisais récemment, alors je ne suis pas un spécialiste du truc, je vais peut-être dire des bêtises, mais je lisais récemment que le coût environnemental de l'envoi d'un email était assez lourd. C'est-à-dire que quand on échange, là, surtout moi qui suis submergé d'emails toute la journée, en fait, j'ai un bilan qui est pas très positif, parce que chaque email qui traverse des tas de serveurs, etc., c'est une consommation. Donc, il y a peut-être plein de choses sur lesquelles on aurait besoin, enfants et adultes, d'une éducation verte, pour comprendre quelles sont les vraies attitudes en faveur de la planète et celles qui, au contraire, l'agressent. Je crois qu'il y a une étude qui vient d'être publiée du Shift Project, justement sur l'empreinte écologique, environnementale de l'économie du digital. Et je pense que pour le mail, ça dépend beaucoup de la taille de la pièce jointe. Voilà. Sur ce, écoutez, merci. Mais ceci dit, pour finir sur une note, positive, sur une note positive, je crois quand même que dans l'innovation au service de la planète dans les prochaines années, le digital a un grand rôle à jouer. Parce que le digital, on le voit souvent aujourd'hui de manière froide, en se disant c'est quelque chose qui va continuer à déshumaniser les relations. Moi, je pense que le digital bien géré, c'est la manière de mettre la bonne information au bon endroit, au bon moment, et au contraire de réhumaniser plein de relations. Et quelque part, c'est de toute façon cette réhumanisation qui, que ce soit en termes de gouvernance, en termes de technologie, sera la solution dans les années qui viennent. Merci à tous les quatre et merci au public.